Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je tiens à remercier toutes les organisatrices et organisateurs de cette belle journée. Alors, on a beaucoup d'intervenants. J'ai quelques minutes pour vous présenter ce que j'ai intitulé un peu pompeusement « Une brève histoire de l'alimentation ». Elle va être très brève parce qu'évidemment, en quelques diapos, on ne peut pas résumer des millénaires d'alimentation, mais ça m'a amusé en réfléchissant à la préparation de cette journée, de lire différentes choses et de vous présenter quelques éléments de ma réflexion. Alors, il y a 100 000 ans, Homo sapiens vivait probablement comme un chasseur-cueilleur, nomade. Et l'intelligence de Sapiens a été d'être assez efficace dans cette quête. On a des signes indirects qui le laissent à penser, et les premiers signes, les premières gravures laissées, les peintures rupestres, laissent à penser qu'assez rapidement, Sapiens savait s'organiser pour chasser en groupe avec différents outils qui étaient assez élaborés, et en tout cas qui ont fait des progrès techniques, et puis on chassait du gibier plus ou moins gros. Il y a environ 12 000 ans, la grande révolution dans l'alimentation, ça a été l'arrivée de l'agriculture, qui a vraiment transformé le visage de l'humanité. Alors ça a permis une production régulière et abondante de céréales, avec différents éléments qui ont été développés dans le monde. Ça a permis une organisation sociétale, des organisations sociétales et l'édification d'empires. C'est illustré ici sur ces fresques égyptiennes. Vous voyez que il y a le labour, les semences et la récolte. Ça n'a pas tellement changé maintenant. La mécanisation a encore augmenté les rendements, mais finalement, les jalons étaient déjà là. Et Sapiens a su domestiquer des animaux qui ont permis de faire l'élevage. Ça a permis des apports de protéines animales qui ont probablement augmenté les santé des populations. Il y avait du lait qui était obtenu. Et puis pour la pêche, vous voyez que le filet de pêche il y a 4000 ans n'est pas très différent des filets de pêche qu'on a à l'heure actuelle. Donc les jalons étaient posés. Évidemment, à travers le monde, il y a des spécificités alimentaires qui ont été développées selon les cultures émergentes, selon les disponibilités géographiques. En Europe, plutôt des céréales qui après vont être du blé. En Asie, plutôt du riz, du soja. En Amérique du Sud, du maïs. Mais les jalons sont là. L'évolution avance, l'alimentation, probablement depuis très longtemps, est un moment d'échange, de partage, de communion avec l'autre, avec la communauté. L'alimentation a été passée comme un art, une gastronomie, un art de vivre, dont l'apogée peut-être se voyait dans les cours royales ou impériales, et notamment en France. Et puis, ça continue d'avancer. Et là, 19e, 20e siècle, d'autres révolutions arrivent, notamment les révolutions industrielles. Et là, le monde agroalimentaire n'échappe pas à cette révolution, avec différents produits qui arrivent et des obligations liées au monde libéral, capitaliste, besoin de faire du profit, et donc toujours une recherche du moindre coût. L'exemple sur le sucre est assez intéressant. C'était d'abord du sucre de canne à sucre, puis du sucre de betterave, et maintenant du sucre de sirop de fructose issu du maïs, qui est assez sucrant, mais qui coûte pas cher à faire et qui sucre toutes les boissons sucrées que vous voyez ici dans mon supermarché préféré. Évidemment, ça a quelques dégâts au niveau de la santé. C'est évidemment, il faut compter sur les transformations du mode de vie et l'occidentalisation et la mondialisation en mode de vie un peu à l'américaine, sur les efforts des vendeurs de nourriture pour faire de la propagande. Vous voyez les publicités des années 50, on n'hésitait pas à montrer, à encourager, à faire consommer des boissons sucrées aux enfants. Vous voyez les packaging quand même des biberons actuels, ça fait un peu peur. Et vous voyez qu'on sait aussi frapper la rétine de l'homme avec des formes généreuses de la bouteille Coca-Cola et de la pin-up qui est associée. Et c'est assez marquant, mais ça marche aussi pour les femmes parce qu'il faut que séduire tout le marché. Vous voyez, c'est important. C'est marrant parce que plus la bouteille est calorique, plus la silhouette est fine. C'est inversement. Alors, si vous passez sur la voie rapide, j'étais effaré, mais alors c'était marrant parce que je suis tombé sur cette publicité en réfléchissant à ce que j'allais vous montrer. Et regardez quand même une entreprise quand même qui est une belle illustration de la junk food, Burger King, qui ose nous écrire « Niçois, niçoises, vos salades ont du souci à se faire ». Alors quand on pense que la salade niçoise est un des plats qui illustrent le régime méditerranéen, qui est reconnu dans des grandes études publiées dans le New England Journal of Medicine comme étant l'un des régimes qui est associé à le plus de bénéfices en termes de santé. Il y a d'autres régimes qui sont bénéfiques, mais celui-ci en est.
C'est quand même assez fort d'audace de la part de cet industriel d'oser nous montrer ça. Et la publicité, ça fait 1 an qu'elle est là, 1 an et demi, et elle est toujours présente. Ça prouve quand même la force des lobbies publicitaires. Alors pourquoi ce mode de vie à l'américaine et cette transformation? Parce que c'est compliqué, c'est multifactoriel, je ne peux pas le développer là, mais il y a des boucles de plaisir. Notre cerveau nous joue des tours, notre cerveau archaïque joue des tours, les boucles de dopamine sont présentes et notre cortex n'arrive pas toujours à maîtriser ce que notre cerveau archaïque lui envoie en termes de boucles du plaisir. Et le sucre, le sel, les aliments gras participent à donner du plaisir. Le problème, c'est que le plaisir pris immédiatement dans la bouche, parfois est associé à des soucis nutritionnels au long cours. Et tout cela se paye évidemment. Et vous voyez, c'est illustré ici dans une étude publiée dans le Lancet en 2016, en termes d'évolution du BMI chez les hommes et les femmes, illustré de 1975 à 2015. Vous voyez que hommes et femmes prennent du poids partout dans le monde. Et dit autrement, hommes et femmes ont une augmentation de la prévalence du surpoids, de l'obésité sévère et de l'obésité morbide, un peu plus chez les femmes que chez les hommes. Et c'est vraiment une tendance qui est mondiale. Et évidemment, ça s'associe à de nombreuses maladies, parce que vous voyez que l'altération de ces apports caloriques excessifs, déséquilibrés, associés à un manque chronique d'activité physique, à la consommation d'alcool, au tabac, à la pollution, aux perturbateurs endocriniens, sont vraiment les racines de nombreux maux présents, notamment les complications cardiovasculaires, les cancers, qui sont les 2 premières causes de mortalité dans le monde, mais également le diabète, les maladies pulmonaires chroniques et puis d'autres maladies, dont certaines maladies dont je m'intéresse particulièrement en tant qu'hépatologue, qui sont les stéatoses hépatiques métaboliques, qui sont les conséquences hépatiques de l'excès de poids et de l'obésité. Donc vous voyez que c'est vraiment des éléments qui sont importants, qui nous mobilisent aujourd'hui, avec également des choses frappantes, et ça ce sont des papiers très récemment sortis dans Lancet, ce que les Anglais appellent maintenant le Double Burden Malnutrition, c'est cette association au sein d'un même pays, au sein d'une même collectivité, d'une même famille, voire d'un même individu, à la fois d'une sous-nutrition et d'un élément de surpoids ou d'obésité, parce qu'il y a finalement un accès rapide dans cette période de transition dans les pays asiatiques et africains à la malbouffe qui a déjà envahi nos contrées, facilement accessible, pas cher, mais par contre inapproprié en termes de micronutriments. Et vous voyez la carte, donc c'est bien sûr beaucoup de pays d'Afrique et d'Asie qui sont touchés par cette association sous-nutrition et surpoids-obésité. Et la carte est en exact opposé avec les pays les plus riches, qui sont également les plus émetteurs de carbone, avec au premier rang desquels États-Unis, Chine et Brésil. Donc ça laisse à penser qu'il y a beaucoup à faire. Et en effet, ces changements de mode de vie alimentaire, ça se traduit au cours d'un changement global de ce que l'humanité devient. Vous voyez ici sur ces courbes pliées dans Lancet en 2015, bien sûr, la production alimentaire a augmenté. Ça a permis une croissance de la population qui est absolument extraordinaire, qui est exponentielle depuis les années 50. Alors, on était 1 milliard d'individus en 1800. On a dépassé les 7 milliards, on en annonce 10 en 2050. La pauvreté, globalement, a diminué. On peut s'en réjouir. L'espérance de vie a augmenté. C'est très bien, mais le problème, c'est que le prix à payer, c'est une augmentation faramineuse de la consommation d'énergie, une augmentation faramineuse de la consommation d'eau, une augmentation des terres utilisées pour la culture, une augmentation faramineuse des fertilisants, la pêche et la surpêche qui commence à faire qu'on n'arrive plus à attraper plus de poissons parce que les stocks sont en train de baisser du fait de l'incapacité des populations à se reproduire, les forêts qui brûlent sur tous les continents, et l'eau disponible qui diminue, l'acidification des océans qui pose de gros problèmes pour la survie de la faune marine à long terme, les émissions de CO2 qui sont exponentielles, les changements climatiques qui s'accompagnent d'augmentation des températures, et puis une catastrophe en termes de biodiversité. On serait déjà en cours de 6e extinction d'espèces. Tout ça caractériserait l'anthropocène, et donc élément qui nécessite une prise de conscience et une action individuelle, collective et citoyenne. Alors, qu'à avoir l'alimentation là-dedans? Eh bien, des choses aussi simples que le fait de consommer de la viande rouge. Eh bien, pour produire beaucoup de viande rouge, ça dégage beaucoup de gaz à effet de serre, ça utilise beaucoup de terre
pour faire pâturer les bêtes ou pour produire les éléments qui les nourriront. Et puis ça fait beaucoup d'énergie nécessaire, tant pour faire cette viande que pour la transporter après dans les pays ou les endroits où elle sera consommée. Et donc, si on transforme ne serait-ce que ce mode de prise alimentaire en consommant moins de viande, en remplaçant en partie des protéines animales, en prenant le régime méditerranéen par ici, en devenant végétarien ou en devenant vegan, eh bien, on peut diminuer de 10 à 50% les émissions de gaz à effet de serre issues de cette filière. Alors, on ne va pas forcément tous devenir vegan, et moi qui suis viandard, ça ne va pas être facile pour moi, mais bon, je vous promets de faire quelques efforts. Mais je pense que c'est important d'en être conscient et de pouvoir répandre cette information. Et donc je dirais, pour conclure, en reprenant le titre de cette journée, que ton aliment soit ton médicament et celui de ta planète.